Mais nous allons tout de suite commencer, et donc je vais commencer évidemment, comme il est de l'usage, de présenter nos deux orateurs. Bon, Michel Maffezoli, je ne sais pas si on le présente encore, mais il faut savoir, Faut le pour ceux faire. qui ne le connaîtraient pas, qui arrivaient de la planète Mars la veille, il est sociologue, il est professeur émérite à l'université Paris-Descartes, il est membre de l'Institut universitaire de France et surtout auteur de très nombreux ouvrages. Bon, il est ancien élève de Gilbert Durand et de Julien Freund, et ses travaux portent sur les communautés, puisqu'il a qualifié ces communautés de tribus dans un ouvrage de l'année 2000 qui a beaucoup marqué, qui s'appelait Le temps des tribus. Alors depuis, il est l'auteur d'une œuvre sur l'imaginaire et de toutes ses déclinaisons sur la vie des sociétés contemporaines et sur ce qu'il qualifie d'évolution de la modernité en postmodernité. Et les deux derniers ouvrages qu'il a parus, que je vais maintenant vous mettre à l'antenne, voilà, que vous voyez là. Il s'agit de L'ère des soulèvements, avant-dernier ouvrage, et le dernier qui s'appelle Logique de l'assentiment, mais qui poursuivent l'identification de tous les signes de cette postmodernité. Donc, ces deux ouvrages, comme tous les ouvrages de Michel, ce sont des ouvrages très intéressants parce qu'ils créent de la réflexion, ils créent des concepts, etc., ce qui n'est pas très fréquent chez les sociologues qui surtout parlent de leurs opinions. Tandis que lui, c'est très... Et puis Michel a également une grande qualité pour moi, c'est que quand il s'exprime, il est extrêmement intelligible et compréhensible. Et sa force, je pense, c'est d'être capable de parler de choses très savantes, mais d'être intelligible aussi bien par un docteur en philosophie que par quelqu'un qui est sorti de l'école au certificat d'études. Et ça, je pense que c'est une très grande qualité. Donc, voilà pour Michel. Alors, Christian, lui, d'abord, Christian est membre de la Grande Loge de France, donc Ouais. c'est un franc-maçon. Bien sûr, sa formation initiale, c'est le droit. Il est docteur en droit et titulaire d'un MBA. Et il a eu une carrière professionnelle autant dans l'édition papier que dans l'édition électronique. Il a occupé des postes de direction générale divers et variés. Comme franc-maçon de la Grande Loge de France, il a été le directeur bénévole, je précise, du journal de la Grande Loge de France. Et puis, il est actuellement directeur éditorial de 450 FM, qui est un magazine web sur la franc-maçonnerie. Donc, voilà nos deux orateurs. Et bien sûr, ils pourront corriger si j'ai omis ou dit quelque chose d'erroné. Mais je vous propose maintenant de commencer tout de suite avec Michel. Nous allons, Christian et moi, disparaître de l'image et Michel va nous parler de la modernité à la postmodernité. Et nous nous effaçons tout de suite. À toi, Michel. Merci, merci beaucoup donc de cette invitation et des mots aimables que tu as pu prononcer. En effet, mon dada théorique depuis de longues années est de réfléchir sur cette transmutation épocale, hein, c'est-à-dire le changement de fond qui est en jeu actuellement, ce qui n'est pas forcément aisé. J'ai vu, en regardant comment se présente l'université maçonnique, qu'il y a cette sentence fort juste, sire et intelligere, savoir et comprendre. Et je rappelle, comme j'aime beaucoup les étymologies, que le terme intelligere, c'est-à-dire l'intelligence, c'est de savoir en quelque sorte, si je puis dire ainsi, rassembler les morceaux, hein. C'est exactement l'étymologie, rassembler. Et je pense que nous sommes dans un moment où il est véritablement important, en effet, de savoir rassembler la diversité qui est en jeu. En même temps, je le rappelle comme ça d'une manière un peu pédante, que le terme même d'universitas, dans son moment fondateur, en 1280 à la Sorbonne, c'était justement avoir une espèce de vision comme ça qui était transversale pour essayer de comprendre ce qui était en gestation. Tu as rappelé, cher ami, et c'est important, que mon propos est un propos où je ne fais pas état d'une opinion,
j'insiste sur une formation qui me vient de Julian Freund à Strasbourg, une perspective weberienne, neutralité axiologique. Ma position est une position de constat, ni judicative, ni normative. Et je pense que c'est important à signaler cela dès le moment où, en général, il est vrai, nombre de sociologues, et pas uniquement des sociologues, les philosophes également, déversent, si je puis dire, leurs opinions, plutôt que d'essayer de faire des constats. Bien, mais avant de parler de cette transmutation qui est en jeu actuellement, euh, quand on prend le risque de m'inviter, je rappelle toujours deux ou trois banalités de base, hein, un peu à la manière de Caton l'Ancien, hein, mon delenda Carthago est. Hein, il faut que Carthage soit détruite. La première de ces banalités, c'est de dire que, dans le fond, ce qu'est notre cerveau reptilien, si je puis dire, c'est-à-dire quelque chose qui n'est même pas très rationnel, c'est un linéarisme. L'humanité serait partie d'un point A de barbarie pour arriver à un point B de civilisation absolue. C'est dans le fond la philosophie de l'histoire telle qu'elle s'est élaborée par Hegel, reprise par après dans la tradition marxienne par Marx. C'est la philosophie de l'histoire. Et c'est le mythe du progrès qui s'élabore au XIXe siècle. Moi, déjà, tout au début de ma carrière, j'avais fait, et j'y reviendrai, une critique de ce mythe du progrès et du progressisme. Alors, on dirait qu'au-delà de ça, si on reste justement sur une simple considération de l'histoire humaine sur 2000 ans de temps, comme le dirait Joseph de Maistre, le bon sens et la droite raison réunis nous obligent à repérer qu'il y a des époques. Voilà, moi, j'accentue et j'insiste sur ce thème d'époque. En grec, le mot époqué, il faut toujours revenir aux étymologies, ça signifie le suspens des valeurs, d'une manière très, très noble, si je puis dire, et d'une manière triviale, mais non moins intéressante, une époque, c'est une parenthèse. Voilà. Et moi, mon hypothèse, c'est qu'actuellement est en train de se fermer la parenthèse moderne, commence avec le XVIIe siècle, qui se conforte avec la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle, et qui se systématise tout au long du XIXe siècle, les grands systèmes sociaux. Et 19e, 20e, voilà, ça, jusqu'à la moitié du 20e siècle, cette époque moderne fonctionne bien avec les valeurs qui sont les siennes, je le redirai dans un instant. Et en même temps, une autre époque est en gestation, une autre époque est en train d'émerger dans la crainte et le tremblement, comme c'est toujours le cas, ce que, faute de mieux, nous sommes certains, je suis de cela, appelle la post-modernité. Hein, donc ce qui arrive après cette époque moderne. Donc une époque, 3 siècles, 3 siècles et demi, 4 siècles, ça dépend des observateurs. Entre les époques, et il est important d'avoir une différence sémantique, il y a des périodes, ce que nous vivons actuellement. Période qui dure quelques décennies, période, il faut bien le dire, quelque peu crépusculaire, hein, où on pressent les valeurs qui sont en train de s'achever et où on balbutie sur ce qui est en train de naître. Pour moi, c'est un peu ce qui est en jeu actuellement. Nous sommes dans une de ces périodes intermédiaires et encore une fois, traduisant le fait il y a de l'impermanence et de la continuité. Vous voyez, mon slogan, si je puis dire d'une manière fort simple, c'est la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et on voit comment, d'une certaine manière, c'est à partir de ce qui cesse qu'il y a une autre manière de construire la vie ensemble, l'être ensemble, la vie des sociétés. On a pu dire, et je le rappelle, là encore, petite coquetterie qui m'est chère, que la première phrase qui fut écrite dans la pierre, dans la tradition culturelle qui est la nôtre, la tradition gréco-latine, attribuée au philosophe Anaximandre de Milet, c'est Genesis kai phtora, phtora kai Genesis, hein, ce qui se traduit par genèse et déclin, déclin et genèse, décadence et renaissance. Pour moi, c'est un problème important d'avoir à l'esprit. La deuxième banalité, c'est que dans ces moments de mutation ou transmutation, peu importe le terme, eh bien, au-delà des incantations qui sont régulièrement dites, il faut arriver à trouver les mots les moins faux possibles. On se souvient de la sentence d'Albert Camus, mal nommer les choses contribue au malheur du monde. D'ailleurs, Camus s'inspirait ici de Platon dans La République, lorsqu'il montre que quand il y a une dégénérescence de la société, Platon dit il y a la fraude aux mots. Hein.
on utilise des mots qui ne sont plus des mots pertinents. Et d'une certaine manière, pour moi, c'est tout à fait même ce qui est en jeu. Hein. Il y a des incantations, si je puis dire. Hein. On chante des choses, on prononce des mots dont on dont on n'est pas sûr qu'ils soient en phase et en connexion avec ce qui est vécu. Donc voilà, hein, trouver les mots les moins faux possibles. Je rappelle que le verbe est stricto sensu régénérant. Hein. L'évangile de Jean le dit à son chapitre 1, verset 1, au début était le verbe. Donc, encore une fois, avoir cet effort de pensée, ne pas se contenter des incantations, de ce qu'on chante, c'est ce que veut dire le terme incantation, mais au contraire, faire un effort pour trouver ce qui est pertinent, hein, ce qui est en pertinence avec ce qui est vécu. La troisième banalité, elle n'est pas négligeable non plus, c'est que quand il y a ces mutations, quand les termes, les mots ne sont plus en pertinence, bien très souvent, il y a un décalage. C'est ce que nous vivons actuellement, un décalage entre les élites et le peuple. Quand je dis élite, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire. Et le peuple, ceux qui vivent. Encore ce qui vit, ce qui sert de support à toute vie en société. Et nous sommes dans un de ces moments où ce décalage est très fort. Et je m'en suis expliqué en effet dans un de mes livres, L'ère des soulèvements, quand il y a cette discrépance, comme l'on dit de manière un peu savante, eh bien c'est le moment des soulèvements, hein, des révoltes, des insurrections de divers ordres, et il me paraît que nous sommes qu'au début, en quelque sorte, d'un processus de cet ordre. Voilà un peu ces trois banalités, si vous voulez, qui, de mon point de vue, en ces temps de détresse théorique, hein, si je puis dire, hein, puisqu'encore une fois, on entend des discours qui sont totalement déconnectés, il faut prendre soin des idées, hein, trouver des idées mères, ce que Chateaubriand, bellement d'ailleurs, il a indiqué en particulier dans le mémoire, mais d'une manière régulière dans son œuvre, appelle les idées principes. Hein, c'est-à-dire, le principe, je le rappelle, princeps, c'est ce qui fait autorité, principe, principium, c'est ce qui fait le fondement. Donc voilà, on est dans un moment, et je pense que à cet égard, les clubs de pensée sont quelque chose d'important, d'arriver, encore une fois, à s'ajuster à ce qui est vécu. Hein. Michel Foucault l'avait dit à sa manière dans un livre fameux, Les mots et les choses. On ne comprend bien les choses que si on sait trouver les mots qui décrivent justement, en tout cas le moins mal possible, ces choses. Voilà un peu ces banalités pour bien comprendre en quelque sorte ce passage difficultueux, soyons clairs, entre cette modernité s'achevant et une postmodernité naissante. Et pour cela, il faut bien comprendre, dans le fond, ce qu'est le fameux esprit du temps, hein, puisque j'ai cité tout à l'heure le philosophe Hegel, c'est lui qui au XIXe siècle insiste sur cette idée de esprit du temps. Deux termes, vous voyez, un peu compliqué, un beaucoup plus savant pour comprendre cet esprit du temps, c'est que j'ai cité il y a un instant, il emploie le terme épistémé. Hein, il dit, c'est-à-dire une société a toujours une connaissance d'elle-même, et que c'est en fonction de cette connaissance, c'est ça l'épistémé, qu'il y a une organisation de la cité, et que c'est suivant l'interprétation de cette connaissance que la cité se structure. Il n'est pas nécessaire d'être grand clair pour comprendre l'exemple qu'il donne. Il dit, par exemple, Athènes a une interprétation de l'épistémé du moment, c'est-à-dire la mythologie, c'est la vie athénienne. Sparte a une autre interprétation de cette épistémé, la mythologie, c'est la vie spartiate. Vous voyez donc quelque chose qui fait qu'il y a une relation étroite entre la connaissance que l'on a et l'organisation de la cité. Et il est des moments, vous le comprenez, je l'ai dit il y a un instant, où il y a un décalage entre la société officielle, qui reste sur des valeurs dépassées, et la société officieuse, j'y reviendrai, qui essaie tant bien que mal d'élaborer d'autres types de valeurs. Il est un autre terme beaucoup plus utilisé et non moins intéressant, qui est le terme de paradigme. C'est un historien américain des sciences et des techniques, Thomas Kuhn, qui se pose la question, qu'est-ce qui fait que c'est à tel moment et à tel lieu qu'il y ait tel type de découverte scientifique, telle application technologique, telle organisation de la société et pas tel autre moment, tel autre lieu. Et alors, c'est là où il propose le mot de paradigme. Le paradigme, c'est, dans la métaphore simple qu'il donne, le paradigme, c'est une matrice. Hein, les conditions sont là pour que naisse quelque chose, la vie ou pour ce qui le concerne, telle découverte scientifique. En même temps, ce que montre bien Thomas Kuhn, eh bien, c'est que une matrice peut être féconde, une matrice peut devenir inféconde.
de mon point de vue, voilà ce qui est en jeu actuellement. L'épistémé qui a marqué la modernité a fait son temps, le paradigme qui transmettait en quelque sorte au travers de l'éducation, des institutions, les valeurs qui s'étaient élaborées à partir du XVIIe siècle, eh bien également ce paradigme n'est plus quelque chose de performant. Et donc là, il y a un changement qu'il est important d'apprécier. Voilà, c'est ça l'esprit du temps. Puisque, je le rappelle, mon maître fut Gilbert Durand, qui a été le grand spécialiste, encore indépassable de la réflexion sur l'imaginaire. Il montrait que l'imaginaire, ensemble de rites, de mythes, de fantasmes, etc., qui travaillent collectivement, un inconscient collectif, rappelait-il, suite de Jung, eh bien cet imaginaire, c'est tout simplement un climat, une atmosphère. Et tout comme il y a des changements climatiques, stricto sensu, soyons clairs, il y a aussi des changements climatiques spirituels. Pour moi, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Et il est important d'avoir à l'esprit que c'est uniquement si on sait s'ajuster à ce changement climatique, bien qu'on pourra être performant ou en tout cas survivre institutionnellement et même d'ailleurs individuellement. La métaphore que l'on peut donner pour bien me faire comprendre, c'est comment, semble-t-il, les dinosaures ont disparu parce que justement, ils n'ont pas su s'adapter à un changement climatique à un moment donné. Pour moi, c'est exactement la même chose actuellement. Pour le dire simplement, rien ni personne n'est indemne d'un tel changement, que ce soit l'économie, la vie sociale, la vie familiale, la vie institutionnelle sous ses diverses modulations. Il y a d'ailleurs un historien, Fernand Braudel, rappelait que quand il y avait de tels changements, c'était ce qu'il appelait un écosystème. Tout se répondait et d'une certaine manière, on ne pouvait personne n'arrivait à échapper à une mutation quand elle est importante. C'est mon point de vue actuellement. Cela s'observe d'ailleurs, et je vous y rends attentif, ce fut l'objet des études du centre d'études que j'ai créé en Sorbonne dans les années 80. Cela est particulièrement repérable chez les jeunes générations, hein, qui dans le fond ne se reconnaissent plus du tout dans les grandes valeurs modernes, même si elles leur sont imposées tant bien que mal par l'éducation, par les institutions diverses. On sent bien qu'il y a là un recul, il y a quelque chose qui fait que ces jeunes générations n'adhèrent plus et donc ne vont plus participer simplement à cette vie sociale. Un des philosophes, sociologues qui m'a beaucoup inspiré, un philosophe et sociologue allemand qui s'appelle Georg Simmel, rappelait fort justement, et c'est une petite expression fort simple, une métaphore très simple mais non moins intéressante, il disait à certains moments, il faut repérer quel est le roi clandestin de l'époque. Et pour moi, c'est un peu cela que l'on va observer chez ces jeunes générations. C'est important de voir qu'au-delà je dirais, de cette élite officielle, existe une manière d'être ensemble, une société officieuse qui ne se reconnaît plus du tout dans les grandes valeurs modernes. Voilà un peu, c'est ce qui, dans le fond, aboutit à ce que nous vivons actuellement, qui prend de plus en plus d'ampleur et qui, à mon sens, va en prendre de plus en plus, j'ose pas dire même pas dans les décennies, mais dans les mois et les années à venir, c'est la crise, tout simplement. La crise n'est pas économique à l'encontre de ce qu'il est par trop fréquent de dire. Pour le dire très simplement, d'ailleurs, on le voit bien dans une carrière humaine. Le petit enfant est bien dans sa tête, bien dans son environnement, puis tout d'un coup, il y a cette fameuse crise d'adolescence, qui est tout simplement le fait qu'on n'a plus conscience de ce que l'on est et on n'a plus confiance dès lors dans le rapport que l'on a avec les autres. Pour moi, la crise est très précisément dans nos thèmes. Le mot crisis, d'ailleurs, je le rappelle en grec, c'est dans son sens avant, crisis, c'est le jugement qui est porté par ce qui est en train de naître vis-à-vis de ce qui est en train de cesser. Il est un autre sens beaucoup plus trivial, mais non moins intéressant de ce crisis, eh bien, c'est tout simplement le crible qui fait qu'on rejette ce qui doit être rejeté et on garde ce qui mérite de l'être. On jette le livret et on garde le bon grain. Et pour moi, c'est exactement ce qui est en jeu actuellement. C'est cela, cette crise, qui n'est pas politique,
ou plus exactement qui n'est pas simplement politique, qui n'est pas économique ou pas simplement économique, mais disons-le tout simplement civilisationnel. Voilà ce que j'appelle, moi, une transmutation épocale, comme cela se passe chaque 3 ou 4 siècles. Alors c'est à partir de là, si vous voulez, qu'on peut euh, rendre attentif à cette mutation dont j'ai parlé tout au début, que j'essaie de décrire dans mes livres depuis de longues années, avec une idée très simple d'ailleurs, hein, euh, c'est-à-dire l'idée un peu être attentif à la tradition, voir loin en arrière pour voir loin en avant. Ce qui m'amène à faire, si vous me permettez, très simplement, pour amorcer une discussion éventuelle, un diagnostic et un pronostic. Voir loin en arrière pour voir loin en avant. Alors, le diagnostic, c'est tout simplement quel est l'imaginaire moderne, hein, encore une fois, hein, cette espèce d'inconscient qui nous constitue, qui nous force à être, qui, d'une certaine manière, fait le ciment hein, de l'être ensemble, de la vie en société. Pour moi, le tripode de la modernité, j'ai bien dit, du XVIIe jusqu'à la moitié du XXe siècle, trois mots simples, hein, individualisme, rationalisme, progressisme. Et c'est à partir de cela, si vous voulez, que va se constituer, pas facilement, hein, il y a une révolution qui se fait, il y a des révolutions d'ailleurs qui s'opèrent tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle, mais qui, d'une certaine manière, vont structurer en quelque sorte la société à partir de ce trépied. Alors, le premier sur lequel j'insiste sur une longue durée, et d'ailleurs, ce que j'ai en particulier développé dans mon livre Le temps des tribus, qui était paru en 1888, c'est comment va émerger dans la modernité l'individualisme. Hein, je dis individualisme épistémologique. J'insiste là-dessus parce qu'on continue à penser que cet individualisme est ce qui régit nos sociétés. J'essaierai de montrer tout à l'heure que ce n'est pas le cas, hein, que c'est une idée reçue de continuer à avoir de l'individualisme dans ce qui est en gestation actuellement, alors que cet individualisme a été le fondement même de la modernité. Vous voyez, je donne trois paramètres très simples, dans le fond, historiquement, qui permettent de comprendre cela. C'est l'individualisme philosophique, le cartésianisme, hein, je rappelle, nous l'avons tous appris à l'école, hein, cogito ergo sum. Hein, je pense, donc je suis. Et on a dans cet acte-là, dans cette formule de cartésienne, exactement hein, ce qui va être, ce à partir de quoi va se structurer la société. Je rappelle pour mémoire que quand Descartes a cette formule, jusqu'alors, celui qui pensait par lui-même était un hérétique, hein, c'est-à-dire airesis en grec, hein, il se coupait de la communauté. La communauté, c'est elle qui pensait pour tout un chacun. Et quand, dans la formule cartésienne, dans le discours de la méthode, pour ne pas pour le rappeler, eh bien, on a là cet acte de naissance pour moi de toute la modernité. Hein. Penser, être à partir d'une pensée individuelle. Voilà, l'individualisme philosophique, à peu près à la même époque. L'individualisme religieux, hein, je le rappelle pour mémoire, c'est la réforme protestante, Luther. La Bible est traduite en langue profane, le texte sacré. Gutenberg, la diffusion, c'est-à-dire que tout un chacun est capable d'accéder directement à son Dieu. Il n'y a pas nécessité d'un clergé interprétant le texte en latin puisqu'il est traduit en langue profane. Et on voit bien comment ce qui va être le grand modèle anglo-saxon, disons-le, hein, qui va se répandre et qui va être la domination du monde à partir de la réforme protestante, Luther, Calvin, Zwingli, sous ces diverses modulations, on voit des réformateurs, mais qui reposent tous sur cette idée, encore une fois, d'un individu ayant une relation directe avec son Dieu et non pas pris, en quelque sorte, dans une communauté, en la matière, la communauté religieuse. Le troisième paramètre pour bien montrer comment s'élabore hein, ce que j'appelle cet individualisme épistémologique, c'est-à-dire qui va se répandre hein, dans l'épistémé, dans la connaissance de la société, c'est les Lumières, bien sûr. Parmi tous les philosophes des Lumières, je rappelle l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau, qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas importante pour bien comprendre ce qui est en jeu dans les Lumières, deux titres. L'Émile, qui est un roman d'éducation,
Hein, il s'agit de tirer, educare, il s'agit de tirer le petit enfant qui est un barbare vers l'humanité, hein, le tirer encore une fois, du fait qu'il n'est pas quelque chose de social vers, vers la vie sociale. Et si ce processus, si cette éducation est réussie, Rousseau rappelle qu'à ce moment-là, l'individu devient un individu autonome. Hein, en grec, autonomos, ça veut dire je suis ma propre loi. Et deuxième livre de Rousseau, quand je suis capable de faire ma propre histoire, d'établir ma propre loi, le fameux contrat social, hein, le contrat économique, contrat politique, voire avec le code napoléonien, le contrat affectif, contrat de mariage, vous voyez, tout rentre dans une perspective contractuelle à partir de cette idée d'autonomie. Voilà. Voilà le premier point, si vous voulez, quand je dis individualisme épistémologique, ce à partir de quoi va se penser, encore une fois, l'éducation, les institutions, et puisque j'ai cité déjà une ou deux fois Michel Foucault l'a très bien montré, puisque à côté, son œuvre essentielle, c'est de montrer comment s'élaborent justement ces institutions, santé, prison, famille, etc. Et à partir de ce pivot, hein, j'insiste bien, ce pivot, encore une fois, d'un individualisme, hein, l'individu qui a une identité, qui pense par lui-même et qui est enfermé en quelque sorte dans la forteresse de son esprit, et il peut à partir de là élaborer des contrats avec d'autres individus autonomes. Voilà pour moi le pivot essentiel. Et c'est à partir de là, bien oui, que va s'élaborer toutes les valeurs qui, de mon point de vue, sont en train de cesser, mais qui vont être ces grandes valeurs modernes. Hein. C'est-à-dire, actuellement, on commence à en reparler, la valeur travail. Hein. Je rappelle que cette valeur, jusqu'à la fin du 18e, début du 19e, le travail était une nécessité. Un homme noble dérogeait s'il travaillait. Et c'est à partir du 19e siècle qu'on voit comment le travail comme nécessité, tripalium, hein, c'est-à-dire cet instrument de supplice, va devenir la valeur travail. Kant, un des grands philosophes de la modernité, montre que c'est à partir de cet impératif catégorique qu'il y a, l'expression qu'il donne est fort juste, réalisation de soi, réalisation du monde. On n'est quelqu'un que si on rentre dans cette perspective du travail comme étant, comme étant le dépassement de la nécessité, mais une réalisation de soi. Vers la moitié du XXe siècle, tirant les conséquences de cela, Karl Marx, dans le Capital, c'est lui, c'est amusant, c'est lui qui va proposer cette expression qui est maintenant reprise dans la marxisation des esprits un peu par tout le monde, gauche et droite confondues, valeur, travail. Hein, c'est-à-dire que l'expression valeur, travail traduit en quelque sorte cette espèce de réalisation de chaque individu par lui-même et la réalisation de l'économie, c'est-à-dire la réalisation de la société en tant que telle. Voyez, voilà les deux premières expressions, hein, les mots-clés pour bien comprendre ce diagnostic que je fais, l'individualisme fondamental et l'individu qui va se réaliser par le travail. De quelle manière? Et c'est ça le rationalisme. Hein. Là, encore une fois, Weber, que j'ai cité pour la réforme protestante, montre que dans son livre L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, il dit rationalisation généralisée de l'existence. Tout est soumis à raison, tout doit donner ses raisons. C'est le fameux désenchantement du monde. L'expression allemande est intéressante, ein Zauberung der Welt, hein, c'est-à-dire dans le fond une espèce de démagification du monde qui est là, on ne peut plus importante. Et c'est ce grand rationalisme, c'est-à-dire un paramètre humain, la rationalité, qui est en quelque sorte systématisé. Hein, rien ni personne n'est indemne hein, de la vie quotidienne. Hein, si on reprend à ce que Ford va demander à Taylor pour le management des entreprises, le Taylorisme, eh bien c'est tout simplement la rationalisation. C'est le rationalisme, si vous voulez, qui fait que quelque élément que ce soit de la vie sociale s'inscrit dedans. Et c'est à partir de là, donc individualisme, le travail, rationalisme, que se crée cette société qui va être dominée par une conception utilitariste du monde. Hein. L'utilitarisme, c'est dans le fond le fait que ne vaut que ce qui sert à quelque chose. Les autres paramètres humains, la fête, le jeu, le plaisir, etc., vont être marginalisés. C'est le fameux 1% culturel, si je puis dire. Mais tout rentre dans cette espèce de conception, Heidegger poussant jusqu'au bout cette idée d'utilitarisme, va dire l'ustensilarité. Hein, considérer les autres, le monde, soi-même, comme un ustensile, hein, l'idée de l'ustensile de cuisine que je peux manipuler, manœuvrer, etc. Et c'est ça, cet utilitarisme. Voilà.
Voilà les quatre premiers mots-clés, et cela aboutit, on comprend bien une société quand on a discerné sur quel élément de la triade temporelle cette société met l'accent. Présent, passé, société traditionnelle, et il y en a eu de grandes, présent, j'y reviendrai. Ce qui a été la grande marque moderne, de la modernité, c'est le futur, demain, un peu plus tard. Hein. Les deux grands systèmes qui s'élaborent au XIXe siècle, eh bien, Karl Marx, que j'ai cité une ou deux fois, hein, les lendemains qui chantent. Demain, on rasera gratis. La société parfaite à réaliser un peu plus tard. Et le deuxième grand système, le freudisme, et je le dis ici sans compétence particulière, mais on rappelle que le mot-clé pour bien comprendre la psychanalyse sous ses diverses modulations, c'est la sublimation. Hein, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser en quelque sorte une jouissance immédiate, celle du petit enfant, celle de l'enfant, pour arriver à une sublimation, à une jouissance plus humaine, plus honnête un peu plus tard. L'expression que propose d'ailleurs, qui est employée fréquemment par Freud dans tous ses livres, c'est report de jouissance. Il faut la reporter un peu plus tard, et que c'est à partir de là qu'elle s'élabore et elle s'établit, je dirais, d'une manière conforme. Voilà, je ne vais pas plus avant, voilà ce qu'est le diagnostic. Hein, encore une fois, soyons clairs, hein, ce qui est le fondement même de toutes les valeurs encore établies dans la société officielle. Individualisme, hein, euh, la valeur travail, le rationalisme, l'utilitarisme, et tout cela en fonction, encore une fois, d'une conception future, hein, quelque chose qui est à venir un peu plus tard. On a pu dire d'ailleurs à juste titre, et ce n'est pas inintéressant, je pense à Carl Schmitt en droit, ou Carl Levitt en philosophie, que dans le fond, toute cette grande pensée-là que je viens ici d'indiquer n'est que la sécularisation, hein, du grand messianisme judéo-chrétien. Voilà, hein, donc, en quelque sorte, hein, l'idée de sécularisation, on va rendre profane quelque chose qui était à bien des égards de l'ordre du religieux, non plus le paradis céleste, mais le paradis terrestre, au travers des moyens que je viens ici d'indiquer. Alors, de mon point de vue, et voilà, et c'est là la réflexion sur la postmodernité. Voilà ce qui serait ici mon pronostic. Il y a une saturation. J'insiste bien sur le mot saturation. Vous voyez, je ne suis pas de ceux qui considèrent que il y a des ruptures brutales, qu'il y a des révolutions. C'est pas ça qui est en jeu. L'idée de saturation, c'est proposé par un sociologue américain, un sociologue de la culture qui s'appelle Sorokin, et qui prend l'exemple en chimie. La saturation, c'est quand les diverses molécules d'un corps donné ne peuvent plus rester ensemble, usure, fatigue, tous les éléments, si vous voulez, qui constituent la vie, tout simplement, où les éléments s'usent. Donc il y a une déstructuration d'un corps, mais en même temps, et c'est cela qu'il essaie de montrer, et pour ma part, je suis tout à fait d'accord avec cette idée, ces mêmes molécules vont rentrer dans une autre composition pour donner un autre corps. Voilà. Et de mon point de vue, c'est un peu cela qui est en jeu actuellement. Saturation des grandes valeurs modernes, et à partir de ce qui cesse, l'élaboration d'une nouvelle manière d'être. Hein. Ce que je disais tout au début, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde, mais que c'est précisément à partir de la décadence qu'il peut y avoir une renaissance. Et voilà mon pronostic, hein, ce qui serait en quelque sorte, eh bien justement l'imaginaire de la postmodernité. Soyons clairs, hein, en gestation, et quelque chose qui est le propre même, bien évidemment, d'une société qui n'est pas la société officielle, qui n'est pas celle des élites, mais qui en particulier se repère auprès des jeunes générations qui seront, soyons clairs, la société de demain, qui, de mon point de vue, contamine à bien des égards déjà la société d'aujourd'hui. Alors cet imaginaire, encore une fois, ce que je viens de dire avec ces mots ou avec d'autres, il y a dans le débat intellectuel un type d'accord qui peut se faire. Ce que je vais maintenant proposer dans mon pronostic est beaucoup plus, soyons clairs, pour le dire simplement, hypothétique. Ce sont des hypothèses. On rassemble une série, dans le sens simple du terme, d'indices, index, ce qui pointe. Et on peut, d'une certaine manière,
d'écrire, j'ai dit tout à l'heure, faire des constats, hein, ni judicatifs, ni normatifs. Ce n'est pas de l'opinion, hein, dont très souvent, malheureusement, on entend les discours. C'est Niagara d'eau tiède de bons sentiments, politiques, journalistes, experts tous autres. Donc, moi, je dis tout simplement savoir poser des questions, hein. Je rappelle juste pour mémoire, avant d'aborder ce pronostic, que quand Aristote fait la distinction entre la pensée, la philosophie pour ce qui le concerne, et puis l'opinion, ce qu'il appelle en grec la doxa, le terme est passé en français, la différence entre la doxa, l'opinion, et la pensée, il dit, c'est savoir poser des questions, hein, ne pas donner des réponses, hein. L'expression grecque, d'ailleurs, est fort intéressante. Il dit kalos apoiorestai, c'est-à-dire poser bellement des apories. Hein, une aporie, c'est quelque chose qui est difficile, où il n'y a pas véritablement de solution. Et d'ailleurs, le terme aporie, de manière triviale, c'est le col de la montagne, hein, qui est difficile à franchir pour passer dans une autre vallée. Voilà un peu le pronostic, hein. Je reste sur cette idée-là, savoir poser des questions. Alors, de mon point de vue, tout comme j'ai dit tout à l'heure, le trépied, individualisme, rationalisme, progressisme, pour ma part, j'ai essayé de montrer comment ce qui est en jeu, c'était le tribalisme, l'émotionnel et le présentéisme. Voilà ce qui serait le trépied de ce qui est en gestation. Et de mon point de vue, cela se résume bien, d'ailleurs, au-delà du progressisme, par ce que certains, vous le connaissez, appellent une philosophie progressive. La philosophie progressive, ce n'est pas du tout le simple progressisme. Alors, si je décrit un peu cela, je dirais que, à l'encontre de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'individualisme épistémologique, qui continue à être l'opinion officielle, hein, que l'on déverse ici ou là, pour moi, il y a un retour, disons, de la personne. Non pas l'individu, mais la personne. L'individu est un, il a une identité. La personne est plurielle, elle a des identifications. En latin, le mot personne, c'est le masque que l'on peut changer, que l'on peut varier. Et pour le dire en des termes un peu plus poétiques, mais non moins intéressants, il faut toujours écouter les poètes, euh, Arthur Rimbaud, hein, formule cela fort bien en disant « je est un autre ». Hein, et pour moi, c'est l'élément essentiel. On sait gérer l'individu, il va falloir apprendre à gérer la personne. Alors en gros, pour moi, on est en train de passer précisément du je à l'ère du nous. C'est pour ça que je disais communauté, je disais tribu, pardon, je viens de le rappeler. On pourrait dire communauté, peu importe les termes là-dessus, il ne faut pas avoir un fétichisme, mais disons que c'est le nous qui va prédominer, comme toujours, pour le meilleur et pour le pire, quand quelque chose est en gestation. Voilà le premier point, si vous voulez, qui fait que ce n'est plus la grande idée moderne de l'autonomie qui va prévaloir, mais l'hétéronomie. Hein, que ça veut dire l'hétéronomie? L'hétéronomie, c'est l'autre qui me donne la loi. C'est l'autre qui me dit comment je parle, comment je m'habille. Et cet autre, ça peut être l'autre de la communauté, ça peut être l'autre, l'altérité de la nature, ça peut être du sacré ou du divin, puisque je considère, de mon point de vue, qu'il y a un retour de ce sacré dans la vie sociale. Voilà un peu le premier glissement important. Non pas l'individu, mais la personne. Non pas le je, mais le nous, voyez, avec les formes de solidarité qui sont corollaires, bien évidemment, de ce nous. Alors la conséquence, hein, si je reprends les quelques mots-clés qui en seraient les conséquences, et pour moi c'est ça, la transmutation qui est en jeu actuellement. J'ai dit tout à l'heure, la valeur travail a fait son temps, et on pourra en discuter, parce que le problème n'est pas aisé. Et on continue à rester sur cette idée de valeur travail. De mon point de vue, vous ne mobiliserez plus d'énergie juvénile sur le mot travail. Par contre, dans ce processus de saturation tel que je l'ai indiqué, une autre manière est en train de s'élaborer, c'est l'idée de création, créativité. Je pense qu'il n'y a plus envie, si vous voulez, de perdre sa vie à la gagner. Hein, ça, c'était une des manières d'exprimer le refus de la valeur travail. Faire de sa vie une œuvre d'art de diverses manières. Voilà pour moi le premier glissement qui est en jeu actuellement. Hein, comme toujours, hein, dans la crainte et le tremblement. On continue à rester sur la valeur travail, alors que quand on discute, et nous, toutes les études qu'on a faites dans mon centre pour ces jeunes générations, c'est bien ce que j'ai dit, ne plus perdre sa vie à la gagner. Si je suis un peu obscène, sur le mot travail,
vous n'arriverez pas à mobiliser une énergie juvénile sur l'idée de création. Vous pouvez faire travailler quelqu'un 18 heures par jour. Voilà le premier glissement qui me paraît important à la suite de ce passage de l'individu au nous, du jeu au nous ou de l'individualisme de l'individu à la personne. L'autre conséquence, c'est que ce n'est plus simplement le rationalisme qui va prévaloir. Thomas Kuhn, que j'ai cité, montre que jusqu'au XVIIe siècle, il y a une équivalence entre l'Europe et l'Extrême-Orient. Et à partir de l'invention de la poudre à canon, l'imprimerie, et qu'à partir de là, il y a, selon son terme, un gap, un différentiel qui s'opère. L'Europe va suivre un grand. La Chine, nommément, c'est l'Extrême-Orient, va rester au même niveau jusqu'au XIXe siècle, alors que l'Europe va suivre le développement exponentiel qui est le sien. Et dit-il, c'est parce qu'elle va suivre la via recta, dit-il en latin, la voie droite de la raison. Et pour suivre la voie droite de la raison, elle va laisser sur le bord de la route toute une série, dit-il encore en latin, d'impedimenta inutiles, c'est-à-dire des bagages qui alourdissaient la marche, le rêve, le jeu, le festif, l'onirique, etc. Et c'était ça le rationalisme. Or, voilà, moi, de mon point de vue, au-delà de ce rationalisme, eh bien, c'est quelque chose d'autre qui est en gestation, la reprise du jeu. Alors, le festif, l'onirique, le ludique. Voilà des mots savants qui sont de plus en plus utilisés pour la compréhension de la vie sociale. Vous voyez, quelque chose qui n'est pas simplement du rationalisme, mais quelque chose qui va mettre l'accent, je dirais, moi, sur l'entièreté de l'être. Non, le rationalisme, c'est un morceau, c'est le cerveau. Là, regardez, vous voyez, pour bien me faire comprendre l'importance que prend le corps que l'on habille, la mode, le corps que l'on soigne, la diététique, le corps que l'on construit, musculation, bodybuilding, etc. Vous voyez, cette valorisation du corps, eh bien, c'est justement la reprise, en quelque sorte, des paramètres que le rationalisme avait laissés de côté. Amusez-vous à observer dans un kiosque de gare ou de journaux, autant les journaux que nous connaissons sont en décrépitude, ou les magazines, autant se développent les magazines concernant mode, diététique, musculation, etc. Vous voyez, voilà pour moi un des glissements qui n'est pas négligeable, qui fait que cette personne se réalise par la création et met en jeu, bien évidemment, le corps en son entier. C'est pour ça que je dis entièreté de l'être, et pas un morceau qui serait le simple rationalisme. La conséquence de cela, pour aller rapidement, ben, c'est que ce n'est plus l'utilitarisme qui va prévaloir. Là aussi, quelque chose, une mutation de fond est en train de s'opérer. Alors, pour le décrire, c'est assez délicat. Moi, je dis esthétisation de l'existence. En son sens étymologique, l'aesthésis, l'esthétique, c'était des vibrations communes. Éprouver ensemble des vibrations devant une pièce musicale, un tableau, une sculpture, etc. C'était ça, dans la Grèce antique, ce qu'était l'aesthésis. Pour moi, il y a retour de cela. Et c'est ça, cette esthétisation, c'est cela qui se traduit par ce néologisme, je le rappelle, qui est un néologisme en français, l'émotionnel. L'émotionnel, c'est une ambiance. Le fait qu'on va vibrer ensemble, sport, musique, consommation, religion, peu importe en la matière, l'objet sur lequel se porte cette émotion. Voilà le glissement pour moi de l'utilitarisme à l'émotionnel. Non pas simplement uniquement ce qui vaut, mais d'une certaine manière quelque chose qui est beaucoup plus vaste. Vous voyez, c'est intéressant en cette période censément de crise économique de voir le développement du luxe. Le luxe, à l'encontre d'ailleurs de ce qu'on dit, nous on avait fait une étude pour quelques boîtes de luxe, ce n'est pas la luxure, le luxe c'est la luxation, c'est-à-dire ce qui n'est pas simplement fonctionnel. Et c'est une petite anecdote que je livre ici pour rappeler que pour moi, vous voyez, cette esthétisation va mettre l'accent en quelque sorte sur ce qui ne sert pas. La sagesse populaire le dit d'ailleurs, et c'est bien plus beau quand c'est inutile. Voilà pour moi l'élément important. Donc, encore une fois, non pas l'individu, mais la personne, non pas le travail, mais la création, non pas simplement le rationalisme, mais ce corporéisme, non pas simplement l'utilitarisme, mais une conception, on va dire, vibratoire. En sociologie, on appelle ça la syntonie. On est en phase, si je puis dire, et de plus en plus, dans quelques domaines que ce soit, on va voir l'importance de cette syntonie, de ces vibrations communes. Voilà, le dernier point là-dessus, ben, bien sûr, vous avez compris, de mon point de vue, la temporalité ne va plus être cette temporalité future. C'est plus le futurisme, c'est plus demain.
un peu plus tard, quelque chose qui est à venir. Alors, faute de mieux, je dis le présentéisme. Intéressant de voir comment ces jeunes générations qui n'ont pas appris le latin vont décliner à loisir le carpe diem. C'est le cueillir aujourd'hui les roses de la vie de Ronsard. Et c'est ce présentéisme, vous voyez, qui va être l'élément le plus important pour comprendre ce qui est en jeu. Moi, ce que j'appelle l'instant éternel, l'importance de l'instant et de ce qui est vécu avec d'autres, et ce, de diverses manières. Voilà, si vous voulez, mes deux propositions pour comprendre cette mutation, cette transmutation, ce passage de la modernité avec les valeurs qui étaient les siennes, qui continuent à rester dans la société officielle, et puis ces autres valeurs en gestation, je dis bien, dans la crainte et le tremblement, je l'ai dit 2 ou 3 fois, cette expression de Kierkegaard, qui d'une certaine manière est en jeu actuellement, et c'est quelque chose qui est important, c'est une culture du sentiment, moi j'ai dit alors tribalisme postmoderne, une éthique de l'esthétique, ethos, ça veut dire le ciment, une éthique de l'esthétique qui ne se formalise pas d'une manière institutionnelle, mais qui pousse en quelque sorte. Et alors, j'ai dit entièreté de l'être, il est un mot qui est utilisé, d'ailleurs amusamment, de manière amusante à la fois par Durkheim et par le New Age contemporain, c'est holistique, holos, l'ensemble, la globalité, l'humain vivre ensemble, et c'est cela qui me paraît important. En conclusion, vous voyez, c'est un grand penseur, moi, qui m'a beaucoup marqué, qui est Goethe, qui disait chaque société, en son moment naissant, est paradoxale. Quand il y a une mutation, il y a du paradoxe. Voilà le paradoxe qui est le mien. Je vous donne ma définition de la postmodernité, un peu alambiquée, et puis je l'explique. Synergie de l'archaïque et du développement technologique. Synergie, c'est la démultiplication des effets. Archaïque, ce n'est pas ce qui est dépassé. En grec, vous l'avez compris, je trouve important l'étymologie. Arché, c'est ce qui est premier, ce qui est fondamental. Et là, en la matière, ben voilà, ce qui me paraît important, ben, c'est cette synergie entre des éléments que dans notre progressisme bené, on avait cru dépasser et qui reviennent, et en même temps le développement technologique, les tribus et Internet. Intéressant de voir que sur les réseaux sociaux, les forums, les blogs, etc., ces mots solidarité, de partage, voyez, générosité. Voilà des mots archaïques qui trouvent l'aide du développement technologique. Et pour moi, c'est cela qu'il convient de prendre en compte pour bien évaluer ce qui est en gestation actuellement dans cette postmodernité. Voilà, chers amis, je conclus. En gros, nous avions deux manières de penser le monde. J'ai commencé par cela tout à l'heure, Hegel, Marx, la flèche du temps, le progressisme, quelque chose qui est à venir. Et d'une certaine manière, il faut bien dire que l'élite continue à rester sur cette pensée progressiste de la flèche du temps. À l'opposé, il y avait le fameux cercle nietzschéen, le retour du même. Tout ce que j'essaie de dire, ce que j'essaie d'analyser, et pour moi cette transmutation qui est en jeu, c'est ni la flèche du temps, ni le cercle, mais l'image que je propose, c'est la spirale. Voir revenir par exactement au même niveau ce que l'on avait cru dépasser. Je traduis cela par un oxymore très simple, l'enracinement dynamique. Tout simplement, la plante humaine, comme toute plante, se rappelle qu'elle a besoin de racines pour croître. Et que c'est un peu pour moi ce qui va être en jeu actuellement au travers de la tradition, du retour de la tradition, du retour du sacré sous ses diverses modulations, et que cela, si vous voulez, c'est ce qui est en jeu, ce que l'élite ne veut pas voir, et ce qui va engendrer des crises, des soulèvements et des insurrections. Voilà, si vous voulez, un des philosophes qui m'a beaucoup inspiré, Walter Benjamin, philosophe allemand, disait « Chaque époque rêve la suivante ». Je rajoute, pour ma part, il faut savoir accompagner ce rêve pour que cela ne devienne pas un cauchemar. Et c'est à partir de là qu'on pourra comprendre et voir ce qu'est le réenchantement du monde qui est en cours actuellement. Je vous remercie. Bien, merci Michel pour cet exposé dense qui va, j'imagine, susciter beaucoup de questions. Alors, parler des valeurs, ça peut nous permettre de réfléchir sur ce que nous, francs-maçons, entendons par valeurs. Est-ce qu'il y a des valeurs maçonniques? Est-ce qu'elles ont évolué? Et plutôt, est-ce qu'elles sont en harmonie avec notre époque? C'est donc ce sujet que va nous traiter Christian, à qui je donne la parole. Et Michel et moi, nous repartons dans les ténèbres.
à la demande du programmateur de cette matinée, qui n'est autre que Jean-Robert Daumas, me revient le redoutable honneur de remplacer, quasiment au pied levé, le frère originairement pressenti, qui a dû déclarer forfait pour des raisons d'indisponibilité de dernière minute, et ce, en contrepoint de mon vieil ami, le professeur Michel Maffezoli, dont on connaît le talent rhétorique et la créativité conceptuelle, remarquables ressources dont on vient d'avoir une magnifique démonstration. En usant métaphoriquement de la notion de contrepoint, généralement réservée à l'écriture musicale, j'entends ici, au plan de la pensée, non point une opposition, mais une ligne mélodique distincte, et vous verrez combien, qui vient se superposer à la proposition principale, car il y a très visiblement, et on aura l'occasion peut-être d'y revenir dans la discussion, des points d'ancrage qui sont communs, dans la partition de cette réunion, en acceptant les termes de partition avec la pluralité de sens, comme vous allez le voir. Nous avions donc défini le thème ainsi: en quoi les valeurs maçonniques nous parlent-elles aujourd'hui? Donc, nous l'avons fait assez rapidement, et je me suis aperçu qu'en fait, je reprendrai les sentiers que les grands maîtres des différentes obédiences arpentent souvent. Donc, mon apport aurait été particulièrement faible dans une intervention enserrée en moins d'une demi-heure. Et chemin faisant, je crois devoir reformuler le sujet à l'aune de l'orientation que je vais donner et qui correspond plutôt à ceci, qui m'a paru plus intéressant au fond: valeur centrale de la franc-maçonnerie et principe d'action. En effet, je voulais m'en rapporter à la particularité du travail initiatique et à l'approfondissement auquel il conduit dans une réappropriation du temps à un rythme et selon des modalités permettant d'engrener différemment notre conscience et notre comportement avec les réalités et les relations qui nous incombent, tout en soulignant qu'il ne s'agit là que de ma vision personnelle. C'est un fait général en franc-maçonnerie, mais je le souligne encore, ça n'est jamais qu'une réflexion qui m'est propre et qui n'est pas du tout celle d'une obédience, par exemple, même si mon expérience se rattache à une obédience particulière, la Grande Loge de France. Donc partons d'une première perception de la franc-maçonnerie très largement partagée. La franc-maçonnerie est un humanisme, c'est-à-dire que la valeur centrale de la franc-maçonnerie, c'est l'homme. Non point qu'elle mette l'homme au centre de l'univers, reproduisant à petite échelle le système de Ptolémée qui, dans son géocentrisme, y plaçait la Terre, mais parce qu'elle invite tout adepte à se placer au centre de lui-même, car c'est au centre de soi que l'on se connaît le mieux, que l'on apprécie mieux la qualité de ses rapports avec les autres, avec son époque, avec sa société, avec la nature, et donc plus profondément ce que l'on est. Ainsi, on est mieux à même de définir des comportements adaptés aux situations que l'on rencontre et où, en conscience, on est appelé à exercer ses responsabilités. Donc, la valeur centrale, c'est l'homme. Et quand on dit c'est l'homme, c'est l'être humain dans sa généralité. C'est en cela que la franc-maçonnerie est universelle, parce qu'elle considère l'être humain dans sa généralité. Je veux dire par là que si l'on travaille cette notion d'être humain dans ces traits génériques, dans ce que l'on a pu appeler autrefois ces universaux, avec toutes les réserves dont on doit pouvoir entourer ce vocable aujourd'hui, on prend conscience que nombre de ces caractères, aussi déterminants soient-ils, viennent en second, que ce soit le sexe ou le genre, l'âge, la couleur de peau, la nationalité, la langue, la culture, la religion ou l'absence de religion, le rang social, que sais-je encore. C'est au plan général de l'être humain que se constitue à la fois la conscience la plus élevée et les devoirs premiers. Je pense que le travail initiatique approfondit cette approche, dont on peut craindre a priori qu'elle nous indifférencie,
mais dont on découvre qu'en réalité, elle nous distingue, au sens où elle aiguise notre discernement, en nous aidant à dépasser nos préjugés, à dissiper nos peurs réactionnelles, bref, à quitter le terrain défensif dans un effort de compréhension qui aide à prendre une mesure intime et continue du réel. Par exemple, imaginons que je sois en face d'une personne qui, comme être humain, soit par ailleurs une femme, noire, âgée, parlant peu ma langue et moi pas du tout la sienne. Mon niveau d'obligation ne change pas. Je vais seulement mesurer en quoi les différents paramètres que j'ai cités, il y en a d'autres qui sont liés aux circonstances, vont influer sur les conditions de l'échange et je vais devoir m'y adapter ou m'efforcer de m'y adapter en ayant toujours cette étoile polaire qu'est l'être humain dans sa généralité. Une fois que l'on a travaillé cette idée d'être humain et qu'à l'égard d'autrui, on met en perspective les caractéristiques secondaires dont j'ai parlé, on doit dans un même mouvement s'efforcer d'analyser en quoi nos propres caractéristiques secondaires nous dirigent, en quoi elles sont justifiées, pourquoi nous leur attribuons une prévalence, c'est-à-dire un avantage, une supériorité, au risque d'entrer en rivalité ou en conflit. En quoi les conséquences que nous y attachons sont légitimes, qu'elles soient ou non attendues par le corps social. On peut certes considérer que telle ou telle caractéristique commune en valent d'autres, et donc ne valent pas qu'on s'y arrête, mais encore faut-il être apte à s'en expliquer. Et c'est cet affûtage qui doit précéder l'ajustement de nos comportements. On comprendra qu'il résulte d'une inlassable observation au contact des différences. C'est dans ce champ spirituel que s'inscrit l'initiation, à mon sens, en entendant par spirituel ce qui, dans notre vie intérieure, nous implique à tout moment comme sujet pensant, ce qui nous a permis d'épanouir notre connaissance et notre compréhension des êtres, et partant de nous-mêmes, et plus largement de la vie, dans l'extension maximale au vivant dont nous sommes capables. Le spirituel est alors ce qui produit une émanation et un reflet de principes supérieurs qu'après une mûre et libre réflexion, nous nous sommes reconnus comme devant incarner notre présence et notre action, voire déboucher sur un éventuel non-agir, celui-ci n'étant pas toujours dépourvu d'effet, sans vouloir entrer dans des considérations trop subtiles. C'est pourquoi l'initiation ne se fait pas seule dans son coin, mais procède d'une transmission et d'un exercice en commun, à la fois exercice individuel dans un cadre collectif et exercice collectif rapporté à un cadre individuel. Et c'est là que prend place le double rôle du silence et de la parole. Le silence qui est l'écoute de l'autre, certes, mais aussi une aptitude à faire silence en soi. L'acquisition progressive d'une discipline du vide qui n'est pas le néant, mais un dépouillement qui accroît la capacité d'accueil et qui ouvre sur des horizons jusqu'alors brouillés par une agitation mentale tous azimuts qui nous dissimule la sereine perception des enjeux essentiels et l'engagement qu'ils nécessitent. Et c'est ainsi, dans le silence, que la parole élémentaire et cruciale, la parole fondamentale et constitutive, bref, la parole nécessaire, va naître et va pouvoir jaillir et ne sera pas uniquement accidentelle ou circonstancielle. Elle va prendre au fond de soi-même l'expression qui est la plus juste. Il est donc primordial de comprendre la valeur et la fonction de la parole en franc-maçonnerie. D'abord parce que la parole est ce qui s'échange entre les hommes, elle n'est pas innée, elle procède de ce qu'on a appris dans sa langue et dans sa culture. Toute langue est porteuse d'une culture.
et l'on s'en rend bien compte quand on parle plusieurs langues, en fait, d'une langue à l'autre, on n'exprime jamais tout à fait la même chose, ni jamais de la même manière, ni jamais avec la même intensité. Toute langue est façonnée par un registre de valeurs. Ensuite, on va avoir conscience du sens et de la portée de sa propre parole dans un contexte déterminé. Plus encore, quelque relative qu'elle soit par la langue dans laquelle elle s'exprime, elle reste dans sa globalité l'instance qui nous relie à l'univers. Il est facile de le constater à travers les mythes et les légendes, les récits fondateurs, car si c'est par la parole que nous nous relions non seulement aux autres, à ceux qui nous ont précédés à travers les âges, comme à nos contemporains, c'est encore par la parole que nous nous relions à nos conceptions de l'univers qui se sont forgées et se sont transformées dans le temps, et ce, avec de multiples écarts. En effet, quand nous voulons nous approprier des pensées formées à des époques plus ou moins lointaines, nous sommes lestés de tant de représentations étrangères à ce que ces idées ont pu mettre en jeu dans leur monde, et nous avons tant de lacunes sur l'imaginaire et les systèmes de pensée dans lesquels elles ont été créées, que l'interprétation que nous en donnons a nécessairement une couleur et une incidence différentes de celles qu'elles connaissaient à leur origine. En toute conscience, nous devons essayer de tenir compte de ces réserves, de ces fluctuations. Tel est le prix de la lucidité. La franc-maçonnerie ne nie pas la relativité de nos approches, bien au contraire. Mais elle puise dans un légendaire sacré, sacralisant elle-même la parole dans ses rituels, non point pour nous étourdir ou nous engourdir, mais pour nous aider à formaliser et à affiner avec nos propres mots ce que nous évoquent des épisodes de sagesse immémoriale, pour nous aider à nous approprier avec un haut degré d'exigence les leçons parfois différentes que nous voulons bien tirer d'épisodes souvent énigmatiques, issus de traditions spirituelles envisagées sous un angle symbolique. Donc, cet apprentissage de la parole en loge vise à la maîtriser, c'est-à-dire à la réduire à ce qui compte, à ce que l'on veut vraiment transmettre à l'autre, mais aussi bien à savoir écouter la parole de l'autre, donc à savoir se parler les uns aux autres. Et ce double apprentissage est concomitant. On apprend à se parler à soi-même, à mesurer ce que vaut sa propre parole, au même moment où l'on est capable d'accueillir la parole de l'autre, donc d'échanger avec lui, puis de se parler tous ensemble, non dans le brouhaha, mais grâce à une parole régulée et ordonnée triangulairement, ce qui non seulement y confère une certaine solennité, mais doit, par la posture même du locuteur, la couper des passions et, s'adressant à l'Orient, ajouter une lueur sur le chemin recherché de la lumière, communiquant en quelque sorte par le souffle avec un petit s, avec le souffle avec un grand S. Cette fonction d'intégration psychophysique de la parole au chemin initiatique est primordiale. C'est pourquoi il ne faut pas la perdre de vue, ne pas perdre de vue la grande tradition d'oralité qu'incarne la franc-maçonnerie. J'y reviendrai tout à l'heure. En loge, la parole, comme le silence, réunissent à la fois les autres et soi-même, et c'est ainsi, je le répète, que l'initiation fait son chemin. Car c'est en prenant conscience des particularités qui nous singularisent par notre expression et nous limitent tout aussi bien, et qui nous rendent en fait irréductibles les uns aux autres, et ce pourtant dans un même idéal, que nous sommes appelés à nous ouvrir
à d'autres façons de voir, à d'autres modes de pensée, à d'autres formes de raisonnement, à d'autres formes de sensibilité. En mesurant pour chacun d'entre nous ce que nous charrions d'émotions, de ressentis, de croyances dans les idées que nous cristallisons verbalement, nous rappelant combien nos existences sont, malgré qu'on en ait, remplies de contingences. Pour faire un jeu de mots, dans tous nos raisonnements résonnent, plus ou moins consciemment, des intentions nourries de volonté, de sentiments, de rêves et d'expériences intimes. Bref, nous sommes toujours dans une situation donnée qui fait qu'à des moments différents, nous exprimons des pensées pas tout à fait semblables, se combinant au hasard ou au bonheur de l'instant, témoignant d'une subjectivité qui, sans être aléatoire ou flottante, manifeste une plasticité momentanée, marque de la malléabilité propre et toujours à l'œuvre de nos états de conscience. Nos logiques, jamais tout à fait pures, se frottent les unes aux autres, et la franc-maçonnerie permet justement à ses adeptes de mieux mesurer la valeur de leurs paroles pour l'utiliser ultérieurement à bon escient dans la cité, concevoir et réaliser avec nos frères et sœurs profanes des projets communs qui passent à toute étape par la parole, dans une co-construction indéfiniment évolutive et qui, de ce fait, en appelle en permanence à nos responsabilités. Ainsi, la franc-maçonnerie associe la parole à la pratique de la vertu. C'est le creuset d'une attention particulière nous mobilisant dans une recherche plus haute, vecteur de la transmission avec le geste qui s'y associe. La parole se veut aussi porteuse de nos propres vérités, dans l'espace protégé de la loge. Et ce n'est pas pour rien qu'au rite écossais ancien et accepté, celui que je pratique, on ouvre les travaux au prologue de l'évangile de Jean. À l'égard du monde profane, la discipline maçonnique de la prise de parole, à supposer qu'elle soit bien conduite et assimilée en loge, se présente comme un laboratoire, voire une école, dans une société où l'on perd le sens de la conversation, du débat argumenté, fondé sur le respect de l'autre. Cette conscience de la parole, qui débouche immédiatement sur une parole de conscience parce qu'elle est le propre de l'homme, appartient à cette valeur centrale de la franc-maçonnerie, à son humanisme impénitent, visant à l'honnêteté des points de vue comme à la rectitude des comportements. En tant que telle, cette franc-maçonnerie soucieuse d'une parole sincère et mesurée, d'une parole vivante et vibrante au service de l'humanité, proférée dans la diversité des origines, cette franc-maçonnerie est, j'ose le dire, un trésor pour le monde d'aujourd'hui. Je parlais à l'instant d'oralité. Par l'implication du corps, la maçonnerie est un lieu de témoignage et donc de pensée personnelle, un lieu de parole incarnée. Ce qu'on doit délivrer, c'est-à-dire ce qu'on doit donner en sujet libre et indépendant, c'est sa propre parole. Et non, comme on le voit parfois dans certaines planches, un salmigondi de citations mal abouties ou mal embouties. J'épargne évidemment les virtuoses de l'exégèse, qui sont tout de même assez rares sur nos colonnes, moins rares, Dieu merci, parmi les conférenciers de l'Académie et de l'Université maçonnique, sachant qu'on ne saurait confondre la vocation d'une planche avec la visée d'une conférence. Dans une planche faite par un membre de la loge, par exemple, l'abus de citation fait écran, voire obstacle
à l'expansion d'une pensée personnelle, comme s'il s'agissait de montrer qu'on pense au-dessus de ce que l'on est vraiment. Or, ce que l'on est vraiment est au plan de l'initiation bien au-dessus d'une parole reprise à un autre. C'est cela que l'on doit rechercher, que l'on doit honorer. Malheureusement, il est vrai que dans les degrés, de temps en temps, l'abstraction des sujets conduit à vouloir reproduire une sorte de langage maçonniquement correct, aussi stérile pour soi que pour autrui, et ce, dans un supposé mimétisme qui se veut de bonne aloi, mais qui prive la démarche de son intérêt et de sa puissance. Car se raccrocher à des bouées, c'est avouer qu'on est à bout de souffle. Autant que possible, évitons donc de succomber au prestige des vestiges, à l'offrande des trophées. Cette vanité s'avère souvent un détour fatal. La maçonnerie, c'est autre chose, et vous me pardonnerez de la distinguer des maçons eux-mêmes, en m'incluant dans le nombre demeurant. La maçonnerie est dans son principe et devrait être dans son exécution plus haute que ce qu'il nous arrive d'en faire. Elle doit nous inspirer, elle doit nous inciter à être nous-mêmes parmi les autres, en loge comme dans le monde, avec naturel et humanité, dans une unité d'être, c'est-à-dire en manifestant notre capacité à intégrer nos actes et nos paroles de façon constante, à un degré d'exigence élevé dont nous contrôlons l'application. Sans relâche, et donc sans lâcheté. Au fond, dans la parole, doit se déployer toute la dignité d'être un humain, dans une fidélité à soi réellement épanouie. Il s'agit, parmi les bénéfices du travail initiatique, de savoir répondre présent et d'être présent en toutes circonstances. Pour faire tout cela, la maçonnerie nous met régulièrement à l'abri du harcèlement du quotidien, nous disons à couvert, dans un temps échappé, une parenthèse consentie, grâce à quoi nous nous accordons de penser au ralenti, de laisser venir à soi la pensée profonde, ensevelie, que nous avons muselée tous les jours dans la précipitation. Et c'est ainsi, par un de ces paradoxes dont la maçonnerie a le secret, que nous saurons ultérieurement voir plus vite, plus loin et de plus haut. On retrouve la notion de respiration dans la réflexion, de souffle intérieur, que l'on s'efforce de maîtriser pour le partager dans la vie. Ce que propose la maçonnerie, c'est une assomption de soi-même, c'est-à-dire une élévation en s'assumant. Que veut dire une élévation? Eh bien, justement, c'est d'abord de savoir voir au-delà des perceptions ordinaires, d'avoir spontanément un certain recul, aussi bien sur sa propre expérience que sur le réel. Si je devais résumer ce que sont pour moi des sœurs et des frères accomplis, au-delà de personnes devant fuir le vice et pratiquer la vertu selon l'injonction traditionnelle, je dirais que ce sont des êtres en constante recherche de la parole juste et de l'acte juste, qui, sous le balancier du microcosme et du macrocosme, avec ce que valent les analogies, les correspondances entre les parties dans une totalité de toute façon inaccessible, qui donc, sous ce balancier imaginaire et entraînant, s'applique à mettre en œuvre des trajectoires positives en corrigeant les trajectoires perverses. D'autant plus que notre civilisation s'enfonce dans de profonds malaises et court d'immenses périls. Voir à nouveaux frais, sans s'arrêter aux apparences, voilà ce que propose l'initiation. C'est un commencement et un recommencement que l'on poursuit indéfiniment,
non point dans un éternel retour avec fatalisme, mais avec humilité, en gagnant en ampleur comme sur une échelle spiralée dont on apprend à gravir les échelons. Certes, il y a toujours un risque de vertige narcissique dans ces minuscules avancées. C'est pourquoi la dynamique de nos travaux en groupe, et plus sûrement encore notre confrontation à la vie, sont de nature à ébranler toute complaisance envers notre seul régime de pensée, à dissiper les sortilèges de l'autosatisfaction, voire à nous épargner les séductions du confort. Aussi bien, la franc-maçonnerie est une sorte de SAMU, de SOS spiritualité, un détoxifiant mental que l'on s'administre grâce à une hygiène collective. Pour autant, nous ne sommes pas des Quakers. Nous ne pratiquons pas la confession radicale en public. Nous ne sommes pas non plus des porte-drapeaux de la cancel culture, d'une culture de l'annulation qui s'arroge le pouvoir d'ostraciser autrui. La franc-maçonnerie aide ses membres à s'engager, chacun selon soi, par des actes de constructeurs et non de constricteurs. À l'opposé du wokisme, mot qui vient de to wake, éveiller, qui comme expression politique et polémique stigmatise les visions sociales qui ne sont pas les siennes, en fulminant constamment des réquisitoires, en s'opposant à l'universalisme républicain et en balayant les scrupules d'une rationalité tempérée. La franc-maçonnerie n'en soutient pas moins chez ses adeptes une quête persévérante de justice et d'égalité, à condition que la conjugaison de ces principes philosophiques, juridiques et moraux fasse moins de victimes que n'ont jamais voulu en reconnaître les insensés encenseurs des lendemains qui chantent. L'éveil, dans la franc-maçonnerie, est d'une toute autre nature parce qu'il est dépourvu de tout dogme et qu'il laisse à chaque initié le soin de découvrir et de définir les modalités de sa libération contre toutes les formes d'asservissement. Les valeurs maçonniques se révèlent à leurs pratiquants par la méthode progressive qui leur est proposée. C'est pourquoi je n'endresse pas ici le catalogue ni n'en livre des détails, me contentant d'en brosser le cadre inspirant. Et ces valeurs maçonniques se prolongent dans les actions que doivent accomplir au dehors, par eux-mêmes, les membres de la confrérie. Elles approfondissent en permanence la compréhension de la devise ternaire liberté, égalité, fraternité. Dans cette dialectique perpétuelle de l'ordo ab chaos, qui consiste à aller du chaos vers l'ordre, des ténèbres vers la lumière, en cherchant opiniâtrement la lumière dans les ténèbres, cette fameuse lux in tenebris, ou comme le dit en grec le texte original, tophos entiskotia. Je vous remercie. Bien, merci Christian pour cette ode à la maçonnerie. On est là pour ça. On l'aime. Absolument. Si Michel veut bien revenir. Et le voilà. Bien, nous allons donc commencer le débat. Je vais introduire un peu le débat en m'adressant d'abord à Michel. Je pense que Michel adore les oxymores et il en est, ses livres en sont remplis. Alors bien sûr, il nous a parlé de l'enracinement dynamique, ce qui est en soi un bel oxymore, mais il y en a d'autres. Il nous parle de la raison sensible. Après avoir fait une singulière critique de la raison rationnelle, rationalisante, il la maudit en y rajoutant l'adjectif sensible, donc la raison sensible. Il nous parle de l'intime collectif. Tous ces oxymores sont des outils pour penser le monde. Intime collectif, ça fait vraiment penser au singulier universel.
c'est-à-dire c'est par le singulier qu'on accède à l'universel, ce qui est une des pensées maçonniques qui nous est assez proche. Donc ma première question sera, le monde est-il si complexe qu'il faille le décrire avec des oxymores? Oui, enfin, oui, oui ou non, j'en sais rien. Moi, je considère que l'oxymore, en effet, est la figure rhétorique, pour moi, contemporaine, c'est-à-dire la figure rhétorique de la postmodernité. Cela peut se traduire, qui pour moi caractérise un peu ce qui est en jeu actuellement, par une expression prémoderne, qui était une expression du cardinal Nicolas de Cuse, en latin coincidentia oppositorum, hein, c'est-à-dire la coïncidence des choses opposées, d'une certaine manière. Et l'oxymore, c'est ça, alors que notre attitude traditionnelle qu'on le sache ou pas, est une attitude, j'ai cité 2 ou 3 fois Hegel, thèse, antithèse, synthèse. On va dépasser l'antithèse pour arriver à une synthèse. La coïncidence des choses opposées, c'est ce qui nous caractérise, qui va nous caractériser de plus en plus. C'est on ne dépasse pas la tension, on la maintient. L'image que je donne, moi, c'est comprendre la voûte de la cathédrale gothique par la tension les pierres les unes sur les autres. Et voilà ce qu'est en quelque sorte l'oxymore. Mon maître Gilbert Durand avait développé d'ailleurs une logique qui s'appelait une logique contradictorielle, c'est-à-dire non pas le contraire ne se dépasse pas en synthèse, mais est maintenu en tant que tel. Alors, deuxième exemple que tu as donné, la raison sensible, en effet, qui est un de mes oxymores préférés, c'est pour rendre attentif que ce n'est plus simplement la simple raison qui nous meut ou qui est importante, mais la conjonction de la raison et des sens. C'est Aristote, c'est saint Thomas d'Aquin. Il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans les sens. Voilà ce que j'appelle raison sensible. Et si je me fais bien comprendre, c'est comment il peut y avoir une cohésion à partir de la diversité. J'utilise très souvent la métaphore de la mosaïque pour rendre attentif à cette coïncidence des choses opposées. Bien, on va commencer. 2 petites questions qui se complètent. Une à laquelle tu as déjà répondu, de Jean-Claude Riquier, la modernité démarquant et se termine quand? Tu l'avais déjà dit. Et puis je complète par une question de Pierre-Jean Bozo. Notre conférencier pourrait-il reciter les composantes du trépied de la modernité et celles du trépied de la postmodernité? Alors, les trépieds, ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est une manière un peu rapide. Moi, pour la modernité, j'ai dit individualisme, rationalisme, progressisme. Voilà, c'est à partir de quoi se sont élaborées les grandes institutions modernes. Pour ce qui concerne ce qui est en jeu, moi, c'est mon travail de longue date, eh bien, c'est, je dis, tribalisme, émotionnel et présentisme. Voilà les 3 éléments. Alors, quant à la temporalité, c'est toujours délicat avec justesse d'indiquer quand ça commence, quand ça termine. Moi, je considère que la grande perspective cartésienne est le début philosophique de la modernité, hein, le fameux je pense. Et à partir de là s'élabore le grand rationalisme et puis cette espèce de fuite vers l'avant qui est le progressisme. On voit l'achèvement, pour le dire simplement, pour moi c'est 1950. Quand s'élabore aux États-Unis une architecture dite postmoderniste, hein, qui est une architecture d'un architecte italien, Venturi, qui crée pour la communauté italo-américaine la Piazza d'Italia à New Orleans. À l'opposé du Bauhaus, qui était une architecture où on évacuait les disparités, les différences baroques. Hein, le Bauhaus, c'est le Corbusier, c'est Niemeyer au Brésil. C'est quelque chose qui est purement fonctionnel. À l'opposé de cela, cet architecte va faire des constructions qu'on appelle postmodernistes en patchwork. Hein. Une porte romane, une figure, un linteau baroque, quelque chose de classique, etc. Un patchwork, premièrement. Deuxièmement, c'est pour la communauté italo-américaine, il dit un processus d'anamnèse. Souviens-toi d'où tu viens. Ces citations architecturales sont prises à Padoue, Florence, Rome, etc. Voilà les 2 éléments du postmodernisme architectural. Patchwork, racine. Et quand, avec certains Français comme Lyotard, Jean Baudrillard,
nous avons pensé quelle pouvait être la postmodernité, c'est en se servant de ce postmodernisme architectural de 1950. Deuxième élément, c'est 1950, c'est le début du design, hein, c'est-à-dire la fonctionnalité de l'objet quotidien est gardée, mais on l'habille, on le pare, on l'esthétise. Voilà pour moi la naissance de la fin de la modernité et la naissance de la postmodernité. Ensuite, il y a les mouvements, les révoltes juvéniles, 64 Berkeley, 68 en Europe, qui montrent bien, en quelque sorte, là, le début de la fin de la modernité, et puis péniblement, comment va s'élaborer dans les décennies qui vont suivre cela, la postmodernité. Bien, donc là, on va rentrer un peu dans le vif de la maçonnerie. Une question pour Christian. Deux questions de Solange Sudarkis que je vais regrouper. Solange nous dit, l'humanisme n'est-il pas qu'une valeur très récente de la franc-maçonnerie? Dieu n'était-il pas plutôt la valeur centrale à l'origine? Et elle complète par cette question, certains rites, notamment les anglo-saxons, ne pratiquent pas l'échange de paroles entre les colonnes en loge. Le rituel est la seule parole qui circule. Cette franc-maçonnerie est-elle un humanisme ou une pure théologie visant à la réintégration de l'être dans l'unité de Dieu? Vous avez 2 minutes, Christian. Voilà, je vous remercie. Alors d'abord, je salue Solange. Une fois de plus, je dois souligner la pertinence des questions, mais en fait, les réponses sont contenues dans la question. Il est évident que la franc-maçonnerie s'inscrivait dans un courant protestant en Grande-Bretagne, en Angleterre, et que les francs-maçons devaient notamment être croyants. Tout cela est écrit d'ailleurs dans les constitutions d'Anderson, je ne vais pas les reprendre ici, chacun les aura à l'esprit. Elle a évolué. Et je dis qu'elle est un humanisme parce que c'est ce que proclament les principales obédiences françaises aujourd'hui. Et puis elle est devenue autre chose très vite, en ayant franchi le Channel, sur le continent. C'est-à-dire que la tradition maçonnique continentale, c'est globalement, enfin, à quelques exceptions près, éloigné de la tradition britannique ou de la tradition anglaise, et notamment parce qu'on a inclus des travaux, parce qu'on a inclus des réflexions. Je sais que dans d'autres obédiences dites régulières, on poursuit des conversations lors des agapes, mais évidemment pas dans la tenue initiale, et pas dans toutes d'ailleurs les loges en cause. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pratique que j'en ai eue. Je ne livre que le témoignage que je peux porter. Après, chacun nomme les choses, il n'y a pas de théorie de nomination. La maçonnerie laisse chacun libre de savoir à quoi il s'intègre, mais il doit déjà s'intégrer lui-même. Et je dirais, parce que j'ai un frère m'a marqué récemment par une planche qu'il a faite, il a dit, nous ne cherchons pas la vérité déjà, nous essayons de nous débarrasser du mensonge. Et je crois que c'est une première approche. Vous savez, il y a toujours les approches négatives, mais se débarrasser des mensonges qu'on se fait à soi-même et ne pas mentir, parce que la vraie parole maçonnique, la véritable éthique de la parole, c'est effectivement une parole de construction, c'est pas une parole de dissimulation. Et en même temps, ce n'est pas jeter à la figure ces quatre vérités à n'importe qui ou à tout le monde. C'est une parole appropriée. C'est en ça que je parlais de paroles justes et d'actes justes, c'est-à-dire qui sont justes dans l'instant où ils se produisent. Ils ne sont pas justes dans l'absolu, parce qu'ils pourraient être en porte-à-faux dans la réalité. C'est trouver la bonne parole qui fait son chemin positivement dans les situations qu'on a à vivre. Et donc, la franc-maçonnerie, là-dedans, oui, c'est globalement un humanisme, il est plus ou moins orienté spirituellement, il sollicite plus ou moins les traditions spirituelles. Les frères ou les sœurs qui s'y adonnent ont plus ou moins d'inclination vis-à-vis de pratiques spirituelles qui leur appartiennent, mais tout ça est dans leur parfaite liberté. Si on regarde la Grande Loge de France au cours du siècle dernier, on serait surpris de voir que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, elle s'intéressait à toutes sortes de débats sociaux. La Grande Loge
ne se privait pas de soumettre à la réflexion commune le tracé des chemins de fer ou l'émergence d'une sécurité sociale. Bon, c'est après-guerre qu'elle a évolué vers un certain, vers un certain symbolisme. L'instauration de la Bible sur l'autel des serments date de novembre 53. Donc, et Christian Gou, qui était à ce moment-là le rapporteur, explique dans quel esprit ça doit être fait. Et donc, je crois que c'est assez récent, et puis elle a été traversée de multiples crises, et enfin, elle a tellement de variété d'une obédience à l'autre, et au sein d'une même obédience, que c'est très difficile d'apporter une réponse unique. Moi, j'ai juste voulu dire ce qu'en 40 ans de maçonnerie, j'ai essayé de creuser et le transmettre. Et cette transmission se fait au présent. Encore une fois, c'est là où je rejoins Michel. Elle doit nous rendre présents à l'espace contemporain, à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas du tout de s'enfermer, il s'agit de se rendre disponible à la réalité. Voilà, j'arrête là. Autrement, on y est demain matin. Bien, je vais essayer de synthétiser une question d'Evgenia Berlo-Korotkova, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, qui pense que l'étymologie tripalium du travail est fausse, et elle pense que le mot travail vient d'une racine indo-européenne qui a une connotation de séparation et de partage. C'est un point de vue. Et je la complète par une autre question de Philippe Blot-Lefebvre, qui dit « Le rituel n'est-il pas dépassé en tant que cadre proche de l'ancien paradigme? Peut-on s'en passer pour travailler, entre guillemets, ensemble dans le nouveau paradigme ?» C'est plutôt pour Michel. Oui, pour la première, j'en sais rien. J'ai repris la définition habituelle de tripalium, c'est-à-dire l'instrument du supplice, mais je n'ai pas insisté là-dessus, hein, ce n'est pas ma compétence. J'ai juste indiqué que finalement, jusqu'à la fin du 18e siècle, le travail était ce que j'appelais une nécessité. Hein. Je rappelle qu'un homme noble dérogeait, s'il travaillait, il perdait sa qualité d'homme noble. Et donc, ce qui est devenu... Donc voilà, peut-être que la définition qu'en donne notre ami est une définition, enfin une étymologie plus juste, je ne suis pas capable de trancher là-dessus. Par contre, j'insiste bien sur cette idée-là, c'est-à-dire ce n'était pas... une valeur. Hein, et ce n'est que tout au long du 19e siècle cela va devenir ce que Marx va résumer dans Le Capital par valeur travail. Sur la seconde, le rituel, de mon point de vue, c'est ce qui rend visible une force invisible, hein, précisément. Et d'une certaine manière, il y a dans le rituel cette attitude, en quelque sorte, de structurer une communauté. Moi, tout au début de ma carrière, d'ailleurs, j'avais fait d'un point de vue sociologique des réflexions, ce qui était une de mes thèses, sur le fait que la vie quotidienne commençait par toute une série de petits rituels à partir duquel se structurait l'existence. Par exemple, pour rester dans le monde profane, le petit blanc du matin que l'on prenait au comptoir, avant d'aller travailler, c'était une forme de rituel et pour ceux que moi je m'en souviens encore, où une communauté se structurait au travers de ces petites choses totalement ridicules. Alors, de surcroît, moi, j'avais fait un développement sur le rituel comme étant un des éléments de la structuration sociale. Je considère, et ça fait l'objet d'un de mes derniers livres, La nostalgie du sacré, où je considère que le rituel redevient chez les jeunes générations une manière, encore une fois, de se structurer, une manière véritablement de forger la communauté. Encore une fois, quelque chose qui ne passe pas simplement par la parole, pas simplement par les mots, mais le corps en son entier est sollicité. J'ai appelé cela, puisque tu as souligné que j'aimais les oxymores, un corporéisme mystique. Un corporéisme mystique, hein, c'est-à-dire qu'il y a le corps qui est sollicité, mais se crée une manière d'être ensemble, c'est ça la mystique. On peut dire comme Sainte Thérèse d'Avila, dans le corporéisme mystique, elle dit à un moment « Et Dieu me regardait de ses grands yeux bleus ». Oui, c'est beau ça. Donc, c'est tout à fait ça. C'est beau, en effet, c'est très beau. Je complète, toujours pour l'idée du sacré, poursuivre sur cette idée, il y a une remarque de Myriam Chalali,
qui dit « Ne pensez-vous pas que de nombreuses obédiences ont perdu la dimension du sacré ainsi que le sens de l'idéal maçonnique au profit d'une idéologie entre guillemets radicalisée qui s'attaque au libre arbitre et aux sensibilités de ses membres ?» Autrement dit, est-ce que certaines obédiences n'ont pas perdu la notion de tolérance aux idées différentes? Tu veux que je réponde? Plutôt Michel, puisque Ah je bon? pense qu'il va avoir une idée là-dessus. Non, moi, moi- attention, oui, je pense que Christian serait plus fondé. Moi, ce que je peux dire, je dois avouer que oui, je considère que certaines obédiences que je ne nommerai pas ont pris une attitude par trop sociétale, pour reprendre une expression à la mode, qui oublie du coup l'aspect spirituel du symbolisme fondamental. Et que c'est amusant de voir comment, et je le dis ici très simplement sous votre couvert, moi je le vois au travers des jeunes gens que je rencontre, qui vont vers des obédiences maçonniques où le spirituel et le symbolique gardent sa force et ne s'intéressent plus véritablement à ce qu'on appelle le sociétal. Je trouve très encourageant la dernière observation que vient de faire Michel. Pour ma part, je ne suis pas le juge l'arbitre des élégances entre les obédiences. Je dirais plus globalement que, au fond, ce qui nous menace le plus, c'est la paresse. C'est la paresse et le fait que nous sommes toujours prêts à nous trahir. Nous voulons bien commettre un effort, à condition que ce ne soit pas un effort. Et donc, on va retrouver cette absence de travail sous d'autres formes. J'ai évoqué celle où les frères construisent des discours alambiqués en faisant un patchwork de citations mal imbriquées les unes dans les autres. Et c'est aussi une paresse. Donc, ce que j'opposerais, la valeur travail au sens social, moi, je parlerais plutôt d'effort parce que, en fait, j'opposerais le travail à la paresse. Et c'est pour ça qu'on a perdu ça. Et puis, il y a autre chose, c'est que le sacré était renvoyé à la religion et que la perte de terrain des religions, au moins d'un certain nombre d'entre elles, a un peu condamné le sacré parce qu'il y a une mauvaise compréhension de ce qu'est le sacré dans la population. Mais bon, après, le reste, c'est une question de travail sur soi, de découverte et aussi de ne pas avoir de préjugés, parce qu'on peut lire des textes comme le fait Michel, qui appartiennent à des traditions très différentes, et en faire son miel et y trouver des articulations utiles pour la pensée contemporaine. Donc, pour ma part, j'ai le regret effectivement qu'il y ait une déperdition de ce type d'attitude. Je trouve que c'est une occasion manquée. Je trouve que c'est une occasion perdue. Le fait de venir en loge pour ne pas faire ce travail, c'est un peu dommage parce que c'est un lieu fait pour, et il n'y en a pas beaucoup. Donc, il vaudrait mieux consacrer ce lieu à ce travail-là. Maintenant, si on fait autre chose, ben, ça appartient à la collectivité qui s'en empare de faire ce qu'elle veut. Si les gens ont leur névrose à vivre collective, à vivre en loge au lieu de la vivre au café du commerce, ça les regarde et peut-être le vivent-ils mieux, peut-être est-ce ce dont ils ont besoin. Moi, j'ai parlé seulement de mon expérience et je suis heureux d'apprendre, comme Michel le dit, mais je le vois aussi dans les recrutements que nous faisons, que des jeunes gens fort instruits d'ailleurs, ou qui occupent de très belles positions dans la société, je dis des jeunes gens parce que pour nous, on est jeunes jusqu'à 45 ans, donc entre 30 et 45 ans, qui viennent vers nous, sont des êtres accomplis et par ailleurs, ils viennent chercher précisément cette recherche symbolique ou cette interrogation ontologique, cet être au monde qu'ils voudraient mieux actualiser, donc rendre à la fois plus actif et plus actuel au sens contemporain, pas seulement au sens philosophique. Puis-je rajouter Oui, une bien sûr. petite chose? Je ne l'ai pas dit là, mais en réponse là, à Christian, je pense que au-delà du travail, ce qui est en jeu, c'était ce qui était le propre des vieilles confréries des bâtisseurs des cathédrales, la belle œuvre. Voilà. Et cette expression-là me paraît être importante, qui lie justement, encore une fois, le sensible et le visible et l'invisible. Je vais m'en expliquer pour tout dire dans un petit essai qui va paraître et qui sera assez violent, un petit essai d'adolescent
justement pour essayer de renvoyer à la maçonnerie authentique, qui est une maçonnerie symbolique et spirituelle. Voilà. Donc, je vais m'en expliquer là-dessus. Mais qui en même temps, tu parles de la beauté, mais la beauté est la dernière valeur sur laquelle nous fermons au rite écossais Oui, ancien ben, bien sûr, et bien accepté sûr, au bien premier sûr, bien degré. sûr, bien Donc, sûr, bien sûr. c'est effectivement, bon, puis ça rejoint un peu les notions platoniciennes de beauté, bonté, enfin, le Oui, fait que la beauté exactement. rend compte d'un ordre juste, enfin, ça, ça a beaucoup d'écho et de retentissement chez les uns et les autres. Bon, je vais rebondir sur une remarque de Christian qui a fait un accès de café du commerçophobie. Et Michel, dans son Ah livre, non, moi je n'ai pas une phobie de la café du commerce si tu en as ou fait, non, non, café philosophique, j'ai rien ne contre. t'excuse pas, Christian, ne Non, t'excuse non, pas, non, tu j'ai as rien été contre. péjoratif dans ton Je art, trouve et que je c'est veux, dommage qu'on vienne le situer là, c'est tout. voilà, et je veux rétablir cet éloge du café du commerce que Michel assimile à la sagesse populaire, puisqu'il fait un gros éloge de la sagesse populaire. Et je voudrais qu'il fasse un commentaire sur l'analogie qu'il fait entre la sagesse populaire dont on ne sait pas trop déterminer l'origine et la notion de trou noir de l'astrophysique. Parce qu'il s'appuie là-dessus. Et moi, il faut dire que, bon, évidemment, ayant fait des études de mécanique quantique, hein, des thèses en mécanique quantique, tout ce qui est trou noir me passionne, bien sûr. Et donc, j'ai trouvé amusant cette analogie, cette relation que tu peux décrire en 2 mots. Non, non, avec beaucoup de prudence. Il se trouve que je suis très lié et ami proche de Jean-Pierre Luminet, qui est en France l'astrophysicien qui justement a théorisé les trous noirs. Et nous échangeons, mais avec beaucoup de prudence. Moi, je considère en effet que ce qui est en jeu actuellement, au-delà justement du sociétal, eh bien, le trou noir, ce serait la condensation du spirituel, la condensation de quelque chose qui, à mon avis, va se développer dans la vie sociale. Mais je ne vais pas aller plus loin parce que là-dessus, la prochaine fois à votre université, invitez Jean-Pierre Luminet, je vous le conseille, Ah qui est oui. cet astrophysicien très connu et qui est lui le grand spécialiste des trous noirs. Alors sur le café du commerce quand même, moi justement j'ai rappelé qu'en son sens étymologique, et c'était très beau le café du commerce et les places du commerce qui existaient qui existent dans tous nos villages. Moi, dans mon petit village Sevenolge, il y a à la fois la place et le café du commerce, mais le commerce n'était pas réduit à une simple dimension économique. C'était étymologiquement, souvenons-nous, commerce des idées, commerce des biens, commerce amoureux. Et en gros, c'est-à-dire que oui, c'est là où se discutaient les choses, c'est là où s'échangeaient les biens, où il y avait de la dimension économique, et c'est là où les affects se manifestaient. Et beaucoup d'amour et d'amitié se créaient justement. Donc, redonnons au mot commerce son sens fort, hein, j'ai bien dit, les biens, les idées, les amours. Je voudrais ajouter un mot, et je pense que Michel se sentira très honoré par cette pensée, parce qu'elle rejoint tout à fait la philosophie qu'il développe. C'est le mot négocium. Négocium, le négoce, qui est donc l'activité des hommes, ça vient de nec, négation, et de osium, le loisir. Donc le loisir précède le négoce, puisque c'est la négation du loisir. Et donc, il y a une place du loisir qui est très importante, l'osium et le négocium. Donc là, je crois qu'on retrouve un peu le fil de ta pensée aussi. Ah, tout à fait. J'ai toujours dit d'ailleurs que l'école, la scolée, c'était le loisir studieux. Donc, oui, quelque chose Oui. que. Alors, le négoce Ben, nie l'osium, mais on va, l'osium, pour moi, c'est un des éléments importants, bien évidemment, de la vie sociale et de l'être ensemble dans son sens simple. J'ai dit souvent, pour moi, un des éléments de la postmodernité, c'est l'entièreté de l'être, hein, et pas ben simplement voilà. un morceau, hein, voilà. Eh bien, nous nous rejoignons complètement. Moi, je le dis à ma manière, mais c'est exactement la même notion que je cherche à faire revivre par la tradition maçonnique, mais pas dans la tradition maçonnique, grâce à la tradition maçonnique. Donc, la maçonnerie fait évidemment tout le temps appel à la pensée analogique. Et quand j'évoquais par amusement la notion de trou noir, c'était bien sûr non pas pour parler de physique théorique, mais surtout pour parler d'analogie. Et moi, je suis convaincu que nous avons de nombreux trous noirs en maçonnerie. Ils sont sur les colonnes. C'est-à-dire, ce sont des frères ou des sœurs qui
emmagasine tout ce que nous disons et qui ne restitue rien à l'image du trou noir, puisque ce qu'est le trou noir, c'est un objet quantique dont la puissance gravitationnelle fait qu'il absorbe toute la lumière extérieure, mais il ne restitue rien de cette lumière qui reste à l'intérieur. Et moi, je trouve assez dommage qu'il existe beaucoup de frères ou de sœurs sur nos colonnes qui n'interviennent jamais, finalement, qui ne disent jamais rien. Et c'est dommage parce que ce serait intéressant d'écouter leur point de vue. Donc voilà pourquoi je dis qu'il y a quelques trous noirs sur nos colonnes. Une autre question maintenant, dans le prolongement de l'intervention de Philippe Blot-Lefebvre, qui voulait considérer que le rituel était peut-être dépassé, qu'on pouvait envisager de s'en débarrasser, une question de Bernard Alix, qui lui carrément veut nous débarrasser du bébé, de l'eau du bain avec le bébé, du bébé avec l'eau du bain, selon mon point de vue. Ne faudrait-il pas débarrasser le rite écossais ancien et accepté de ces oripeaux de l'imaginaire de la modernité? Et il cite le travail, le plan, Dieu sous le vocable du grand architecte de l'univers, etc. Alors, que serait un rite sans l'imaginaire? Pour Michel, je pense. Ah, mais non, c'est Christian qui devrait là-dessus. Moi, je considère, je l'ai dit un peu allusivement tout à l'heure, c'est un développement. Dans nombre de mes derniers livres, j'ai toujours un chapitre qui est consacré à l'importance des rituels, là, pas en maçonnerie, mais dans la vie sociale. Et je considère que c'est un trésor. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le Trésor caché, lettre ouverte aux francs-maçons. Et dans ce trésor caché, je rends attentif au fait qu'il y a un trésor maçonnique qui est actuellement vécu sans faire référence à la maçonnerie par nombre de jeunes générations. Or, il se trouve que ces jeunes générations vivent, même s'ils n'emploient pas ce terme, au travers des rituels, et que c'est cela qui structure et qui conforte leur être ensemble, qui conforte, alors si je dis moi tribu, communauté, enfin peu importe en la matière, mais non, le rituel, au contraire, soyez-y attentifs, et de mon point de vue, vont être l'élément moteur, encore une fois, de la vie sociale, et ça ne va pas être le sociétal. Hein, le sociétal est une manière, encore une fois, un peu chic de dire du social, du politique ou autre perspective qui, à bien des égards, sont, de mon point de vue, saturées. Alors que le rituel, dans le sens simple du terme, hein, j'ai dit rendre visible une force invisible, la force de l'être ensemble. Et ces rituels, en effet, Christian le soulignait tout à l'heure, pour moi, c'est un des éléments importants de la transmission. Il y a deux éléments de la transmission, c'est l'éducation et c'est l'initiation. L'éducation, c'est fini, ça ne marche plus. Et on le voit bien au travers de ce qui est en train de se passer dans les écoles. Mais alors que l'initiation est une des préoccupations des jeunes générations actuellement, même si elles ne disent pas initiation, elles vont dire coaching, elles vont dire accompagnement, etc. Voilà. Donc je considère qu'au contraire, il y a dans le trésor maçonnique le trésor des rituels et qu'il est en congruence avec l'esprit du temps. Je voudrais apporter juste un petit détail par rapport à la question qui est posée, pas par rapport à ce que vient de dire Michel, puisqu'au fond, il a beaucoup mieux dit ce que je portais dans mon esprit, ce qui m'anime. C'est cette question de croyance en Dieu, etc., ou de débarrasser de certaines scories idéologico-religieuses. C'est vrai qu'on s'était attaqué à un moment à l'idée de principe créateur. On parle de principe créateur auquel on fait référence. Et la physique contemporaine, Jean-Robert le connaît, le sait mieux que quiconque puisqu'il a travaillé directement sur ces questions, ne reconnaît pas un seul principe créateur. Il y a eu sur les 15 milliards d'années depuis le Big Bang des lois différentes qui ont pu durer un certain nombre de temps ou qui se sont transformées. Donc, le mot principe créateur, c'est une vision un peu simpliste. Et Hubert Greven, qui fut le souverain grand commandeur au Suprême Conseil, avait suggéré il y a quelques années, du temps où il était en exercice, d'abandonner l'idée de créateur, d'ailleurs parce qu'il y a des bouddhistes chez nous qui ne croient pas du tout à cette idée, mais de se rapporter à la notion de principe, tout simplement, de ce que chacun en soi-même peut considérer comme un principe ou quelque chose, le princeps dont parlait Michel tout à l'heure. Et tout souverain grand commandeur qu'il était, il n'a pas été suivi. Et moi, je crois que c'est une idée, bon, ça a déjà un certain nombre d'années, peut-être une quinzaine d'années, qu'il avait
dit cela, je pense qu'en fait, il faudrait le faire. Et parce que ça nous inscrit, on dit qu'on n'a pas de dogme, mais c'est déjà un marquage dogmatique important de dire ça. Donc, si on voulait l'abandonner, on pourrait, pour chacun, chacun peut considérer que c'est un principe créateur. Après, c'est une question de foi qu'on a dans la question. Mais je reprends cette idée d'Hubert Greven que j'avais interrogé sur ce plan pendant les 15 années où j'ai dirigé le journal de la Grande Loge de France sur une période de 20 ans. Et j'ai eu la joie de rencontrer des personnages comme lui qui avaient une pensée quand même très dense et très critique, mais toujours positive, pour apporter quelque chose qui simplifie et qui accorde. Il me semble, moi, mais ça c'est un avis personnel, que ça ne clarifie rien. La notion de principe créateur, pour moi, il est évident parce qu'il répond à la question pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. Et comme nous ne sommes pas capables de répondre à cette question, il faut bien y mettre un mot, mettre une idée, mettre un mot, et c'est ce que nous baptisons principe créateur. Ça veut dire celui de qui tout découle, la cause sans cause. Enfin, je veux dire, ce qui nous permet de nous échapper lorsqu'on ne sait pas répondre à une question. Pour rester sur l'idée de se débarrasser le rite de ces oripeaux, la question c'est, soit allons dans cette logique, supprimons les oripeaux de l'imaginaire de la modernité. Mais par quoi allons-nous les remplacer? Et ça, je compléterai ça par une question qu'a posée également notre sœur Solange. Le temps et l'espace entre ouverture et fermeture des travaux sont mythiques et symboliques. En quoi les nouvelles valeurs proposées par Michel de la postmodernité peuvent-elles les influencer? Si je puis me permettre, quand je parle de la postmodernité, je ne dis pas que ce soit quelque chose de nouveau. Hein, je dis c'est la reprise, dans le fond, de traditions que dans notre progressisme, que j'ai dit bené, notre progressisme à bien des égards destructeur, on avait cru dépasser. Et pour tout vous avouer, moi, je n'ose pas trop le dire, mais enfin, je ne l'ai pas encore écrit, mais je vais le dire, la postmodernité, c'est un nouveau Moyen-Âge en gestation. Hein, c'est-à-dire quelque chose qui va reprendre, et c'est la première fois que je le dis publiquement, je dois vous avouer, mais c'est quelque chose qui va reprendre des éléments traditionnels, hein, ce qui a été donné et que l'on transporte, c'est ça, tradare. Alors voilà, moi je considère que il y a dans tous les éléments de ce que j'appelle le trésor maçonnique des éléments traditionnels qui, de surcroît, sont en phase avec ce qui est en jeu dans la société, c'est tout. Et donc, de ce point de vue, j'ai donné cette image tout à l'heure, in fine, de la spirale. Hein. On voit revenir, pas exactement au même niveau, des éléments que l'on avait cru dépasser. Il me paraît que la philosophie progressive, qui n'est pas le progressisme, est justement porteur de ces éléments traditionnels. Alors c'est rituel, c'est symbolique, c'est le spirituel, etc. La modernité, le rouleau compresseur de la modernité, j'ai cité tout à l'heure cet historien américain, c'est évacué, hein, c'est le rouleau compresseur qui a évacué à bien des égards les formes du sacré. Et c'est quand on ne sait pas homéopathiser le sacré que ce sacré devient pervers. Et les fanatismes, pour ne pas les nommer, les fanatismes islamiques contemporains, c'est la réponse du berger à la bergère. Alors qu'une société équilibrée, c'est ritualiser, c'est homéopathiser le sacré. Et de mon point de vue, c'est cela la grande tendance. J'ai dit bien le retour de la tradition et le retour à bien des égards du sacré. Une question qui vient d'arriver, enfin une remarque et une question qui vient d'arriver de Hugues Garcia et qui s'adresse plutôt à Christian. Tu mentionnes que l'on trouve la parole juste et donc l'action juste au centre de soi-même dans le silence intérieur, apaisement des pensées erratiques, etc. Tu nous parles donc d'éveil et donc d'amour. Est-ce que le travail maçonnique peut réellement commencer avant cet éveil? Et avant que Christian réponde, je voudrais citer, puisqu'on parle de parole juste, d'action juste, renvoyer à César ce qui appartient à César, ou plutôt à Zarathustra ce qui appartient à Zoroastre, puisque la philosophie fondamentale de Zoroastre, elle est fondée sur la pensée juste, la parole juste et l'action juste. Et ça, un certain nombre de milliers d'années, de centaines, de dizaines de siècles avant les philosophies grecques diverses et variées. Donc voilà, Christian. Et Jean-Robert,
si j'ose dire, est bien placé pour le savoir. C'est Oui, un private joke. oui, absolument, oui. Voilà. Alors donc, bon, moi je voudrais dire que cette notion d'éveil, en fait, le soir de la première initiation, je dis la première parce que je considère qu'au 3e degré, c'est aussi une initiation. Le soir de la première initiation, on reçoit un choc qui est un éveil aussi. Un éveil, et l'éveil ne va pas sans la confiance, on fait confiance et on reçoit un choc où on nous dit, ben, ce choc, il faut que vous le transformiez positivement, il faut que vous en fassiez une, une capacité à voir d'une manière un peu nouvelle, en vous débarrassant des scories du passé. C'est une invitation à faire ça. Donc je pense que ce chemin d'éveil commence très tôt, mais en réalité, il suffit pas de se taper sur les cuisses et dire je m'éveille, je m'éveille, je m'éveille pour que ça existe. Je pense que c'est une patience aussi. C'est pas seulement un choc, c'est aussi une ouverture progressive et puis c'est une limite, c'est une relativité parce que on n'est pas toujours en capacité d'éveil. Il y a des moments où on se ferme, où on souffre, où on a des difficultés. Puis il y a des moments où on est davantage capable on se sent mieux en accord avec le monde, plus capable d'accueillir l'autre. Bon, tout ce travail, on le sait. Enfin, moi, ce que j'ai décrit, c'était peut-être d'une façon un tout petit peu optimiste. Dans la réalité, c'est plus composite. Ce travail, on doit constamment le recommencer. Alors, j'espère qu'avec le temps, je suis arrivé à quelque chose, mais c'est pour ça que le travail en loge compte. C'est parce que c'est dans cette expérience, dans ce creuset, que physiquement, physiquement, on a cette compréhension de l'éveil. L'éveil est aussi psychophysique. Eh bien, je crois il est midi plein, comme nous disons. Donc, l'heure est venue de nous séparer. D'abord, toujours, et je reformule à chaque fois mes excuses auprès des questions des frères et des sœurs qui ont posé des questions que nous n'avons pas eu le temps d'aborder par manque de temps. Première chose. Ensuite, remercier bien sûr nos deux intervenants pour la qualité et la sensibilité de leurs réponses. Et puis, vous annoncer que le mois prochain, à l'Université maçonnique, ça se passera le samedi 22 avril, puisque vous savez que c'est toujours les 4e samedis, nous allons parler du bien et du mal à partir d'un ouvrage de Frédéric Lécher, qui est une enseignante, qui a écrit, qui va nous parler du mal dans la littérature, qui a écrit un ouvrage assez intéressant qui s'appelle « Pourquoi le mal frappe les gens bien ». Et face à ça, nous aurons Pierre Pell-Le-Croizat, qui est un franc-maçon que beaucoup connaissent, qui va nous parler du mal et du bien vu par un franc-maçon. Donc voilà, je vous donne rendez-vous au 4e samedi prochain et je vous remercie d'avoir été tous présents et je vous dis à très bientôt. Bon appétit et large soif. Merci. Merci encore à Michel et à toi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.